Voilà, bonjour. Je remercie le conseil scientifique du CNGE de me donner la parole et de pouvoir parler des recommandations, en tout cas plutôt du guide de pratique clinique utilisé en Belgique. Je suis aussi assez impressionné par la taille de l'assistance. Je vous avoue qu'en 2018, si on avait gagné contre la France, je ne suis pas certain que je sois là le lendemain matin. Donc, félicitations à tous et courage pour la finale. Donc, je me permets de préciser certains conflits d'intérêts en lien avec la thématique. Tout d'abord, je n'ai pas participé à la rédaction de ce guide de pratique, ni participé au panel d'experts. Je n'ai rien à déclarer non plus dans les moyens diagnostiques ou thérapeutiques qui sont mentionnés. Et je dois confesser que j'organise des ateliers de communication professionnelle centrés sur la prescription d'antibiotiques dans les infections des voies respiratoires dans mon université. Et j'essaye aussi, dans ma pratique quotidienne, d'être un gardien des antibiotiques. Alors, ce guide de pratique a été écrit en 2017. L'acronyme WORL, je ne vous le précise pas parce que c'est en flamand, pour dire que c'est un organisme qui développe les guides de pratique clinique pour la première ligne de soins. C'est centré sur la forme infectieuse aiguë de pharyngo-amygdalite. Ça concerne les enfants autant que les adultes, confirmé en 2022 dans le guide belge de traitement anti-infectieux en pratique ambulatoire et validé par le Centre belge de l'Evidence-Based Medicine. Les auteurs sont des médecins généralistes qui sont basés sur une version précédente qui datait de 1999, raison pour laquelle, 1999, vous comprenez, enfin, c'est écrit de toute façon, basée sur la collaboration d'ORL, de pédiatres et de médecins généralistes. Cette version-ci de 2017 s'appuie principalement sur des recommandations écossaises de 2010, hollandaises de 2015, européennes de 2012. Et pour les situations où il manquait de données robustes, ils ont organisé des Delphi, donc une méthode de consensus regroupant des médecins généralistes et des pédiatres, en l'occurrence principalement flamands. Je précise parce que la traduction du guide de pratique en français regorge de belgicismes dont nous avons le secret. Quelques études ici viendront compléter les études de 2017 quand ce sera utile. Alors, le guide de pratique clinique se centre sur 8 questions. Le but n'est pas de les rentrer en détail, mais de s'attarder sur deux questions principalement, qui sont celles de la démarche diagnostique et celle du raisonnement thérapeutique qu'il y a derrière. C'est ce en quoi, probablement, ce guide de pratique diffère le plus des recommandations habituelles, et notamment françaises. On ne va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Clairement, la démarche diagnostique, c'est l'idée de faire une distinction entre les formes d'angine sévères et non sévères. On n'est pas dans une démarche où on essaye d'identifier un germe causal. Le guide précise qu'il n'y a pas de moyen idéal d'identification de la cause bactérienne en l'occurrence. Et donc, en fait, on va s'attarder surtout à distinguer les formes sévères et non sévères pour celles qui bénéficieront ou non d'un antibiotique. Et donc, généralement, les antibiotiques ne sont pas indiqués et qu'ils sont à réserver chez les patients soit gravement malades ou les patients à risque. Généralement, tout guide de pratique commence par une énumération et une pondération des causes du mal de gorge. Donc ici, on ne va pas passer à côté, on s'attarde un peu sur ces éléments-là. On va voir que ce n'est pas anodin en fait, dans la réflexion de se dire qu'on commence d'abord par la cause pour après en déterminer une stratégie. Donc ici, vous savez tous, je ne vous apprends rien, que 70% des maux de gorge sont d'origine virale ou non déterminée. C'est intéressant de retenir qu'il y a aussi une différence de prévalence suivant la population, adulte ou enfant, et que l'on considère aussi, il faut considérer dans notre réflexion, la notion de portage sain. Et là, il y a assez de différence entre les études. Certains avancent 30% de portage sain, d'autres avancent qu'il n'y en a pas. Et donc là-dessus, on doit rester avec ce flou. Mais c'est important de retenir que ces deux éléments-là ont un impact sur la probabilité pré-test au moment où on utilise soit des tests diagnostiques ou soit des scores de prédiction clinique. Donc la question qui reste à partir de ça, c'est d'essayer de se dire, est-il possible finalement d'identifier réellement la cause d'un mal de gorge quand on a un patient en face de soi? Donc cette démarche diagnostique, elle repose globalement sur deux piliers. D'abord les scores de prédiction clinique et puis ensuite potentiellement l'identification du pathogène. Les scores de prédiction clinique, le plus connu c'est le score de Centaure qui a été avancé en 1981, adapté ensuite pour prendre en compte la prévalence plus élevée chez l'enfant. Et ce tableau reprend les probabilité post-test en fonction de la probabilité pré-test et de la présence d'un ou de 4 critères cliniques qui sont les critères de Centaure. Ce que l'on observe rapidement, c'est que la probabilité post-test, elle augmente plus la probabilité pré-test est élevée. Plus la probabilité d'avoir réellement un streptocoque au niveau, dans la présentation, le test va donner une probabilité post-test plus élevée. Un des éléments à retenir, c'est qu'aucun
des éléments du score clinique pris isolément n'est suffisamment puissant que pour confirmer la présence d'une bactérie en tant qu'élément étiologique du mal de gorge. Intéressant à retenir que certains signes comme la toux ou le coryza, je pense que c'est ce que notre collègue présente actuellement, a une valeur prédictive négative suffisante pour potentiellement exclure l'origine bactérienne. Dans des situations cliniques intermédiaires, un ou deux symptômes cliniques tels que Centaure les a proposés, on passe d'une valeur prédictive d'une probabilité post-test à 8% dans une situation comme chez l'adulte, à 37% chez un enfant. Et ce qui est intéressant, si on prend une situation où on a 4 critères de Centaure, donc vraiment la présentation avec absence de toux, fièvre élevée, angine, ganglion unilatéral, donc là on est à Centaure 4, on part d'une probabilité pré-test de 25%, on en arrive à une probabilité post-test de 56%, ce qui équivaut plus ou moins à jouer à pile ou face. Il est donc utile de compléter probablement cette utilisation des scores cliniques par une identification du pathogène et voir ce que potentiellement les tests rapides peuvent nous apporter pour préciser ce diagnostic. Les tests rapides de détection antigénique, globalement, on s'accorde pour dire qu'ils ont une spécificité de 85%, une sensibilité de 95%, ce qui se rapproche globalement du test PCR Covid que nous avons utilisé intensément ces dernières années. Et je vous invite de tester cette utilisation face à des scores cliniques différents, ici avec des probabilités pré-test de 5%, ou face à un enfant qui aurait les 4 critères de Centaure et qui aurait donc une probabilité pré-test de 50%. Et alors j'ai repris en fait le calculateur proposé par le BMJ qui reprend finalement les mêmes. Vous pouvez modifier les sensibilités et spécificités, et en fonction de la prévalence pré-test, il vous fournit la probabilité post-test. Donc l'utilisation ici par rapport à une situation de Centaure 4, épidémie locale par exemple, scarlatine, nous sommes à une probabilité pré-test très élevée. L'utilisation du test de détection antigénique nous amène 95% en cas de positivité de probabilité post-test. Donc on peut dire qu'il y a un pouvoir de confirmation assez intéressant. Et l'utilisation de ce test, s'il est négatif, nous ramène la probabilité post-test aux environs de 18%. Donc on peut imaginer qu'il a un pouvoir d'exclusion aussi assez intéressant. Mais je rappelle, à partir de cette probabilité pré-test élevée. Des études, effectivement, c'est souvent sur cette donnée-là que l'on considère que l'utilisation des tests de détection rapide a un impact et pourrait diminuer de 50% la prescription d'antibiotiques dans ces situations spécifiques. Si par contre on utilise le test dans une situation avec une probabilité pré-test plus faible, par exemple un adulte, Centaure 1, à ce moment-là on se rend compte qu'on se rapproche de la pièce de monnaie. Malgré ça, le guide de pratique belge ne recommande pas l'utilisation de tests diagnostiques en pratique. D'une part, par la faible qualité des données disponibles, dans le sens où il n'y a pas d'études prospectives qui ont relié les signes cliniques finalement et leur impact sur la prise en charge, qui est quand même l'objectif final d'un guide de pratique. Et donc c'est sur cette base-là que le guide de pratique, lui, a utilisé l'outil de consensus d'experts pour formuler leurs recommandations. Mais surtout, c'est se dire que le gain attendu d'un traitement par antibiotique est trop faible, même quand l'origine bactérienne est prouvée, que pour l'étendre de manière extensive dans le contexte épidémiologique belge dans lequel il est formulé. D'autres auteurs avancent qu'une utilisation plus massive de ces tests amènerait probablement à la dérive de les utiliser dans les conditions non optimales, avec une utilité du coup moindre, mais aussi aboutit à la médicalisation d'un problème qui finalement est autolimitant. On va s'intéresser un petit peu à ce gain justement attendu d'un traitement antibiotique. Et donc là, on passe dans le raisonnement plutôt thérapeutique. Clairement, on est tous d'accord que l'objectif de traiter un antibiotique, une angine ou un mal de gorge aigu, potentiellement un strepto, c'est celui de réduire la douleur, réduire la fièvre, potentiellement la contagion, réduire les complications suppuratives locales ou les complications non suppuratives plus générales. Et point par point, on va un peu décliner et voir finalement quel est l'apport réel d'une antibiothérapie. Pour la douleur, on sait que naturellement, sans antibiotiques,
Nous sommes à 40% de réduction de patients symptomatiques à J3, 80% sont asymptomatiques à J7, sans antibiotiques. Et qu'il faudrait en traiter 5 par antibiotique pour arriver à une réduction pour un patient à J3, 18 pour J7. Globalement, on estime à une réduction de 16 heures sur l'épisode complet. Par rapport aux complications non suppuratives, comme le RAA ou la glomérulonéphrite, les complications sont rares. On parle de 1,5 cas par 100 000 habitants, je pense, mais qui malheureusement ne se proposent pas sur des données suffisantes par manque d'échantillons, échantillons trop faibles, et puis aussi des études qui étaient anciennes au moment où la circulation de sources de pathogènes rhumatogènes était plus élevée. Les complications suppuratives sont là aussi très rares, beaucoup plus rares, soit peu graves et traitables comme l'otite moyenne ou la sinusite. Et globalement, la question de l'abcès aussi se pose. On a une réduction, on a un number needed to treat de 150 versus dans d'autres études, pas d'efficacité des antibiotiques. D'autres études ont aussi montré qu'il n'y avait pas d'augmentation de ces complications quand on observait une réduction de la prescription d'antibiotiques pour ces indications. Globalement, le risque peut être comparé au risque d'avoir une réaction anaphylactique grave sur antibiotiques. Ce qui permet d'étendre la réflexion du gain attendu aux éventuels préjudices que l'antibiotique peut causer à celui qui le prend. Au risque allergique, on doit ajouter l'impact sur la flore commensale, le coût patient et société, et le risque de résistance, mais je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, ça a été fait beaucoup mieux déjà auparavant. Mais à partir de cette balance bénéfice-préjudice, on pourrait s'attendre à avoir des situations du coup différentes. La situation la plus courante étant que les antibiotiques ne sont pas indiqués. La balance bénéfice-préjudice est négative pour la plupart des situations de patients souffrant d'un mal de gorge aigu. Mais elle peut être positive, et c'est ce que le guide de pratique soutient, dans des situations spécifiques, comme on l'a vu, notamment ceux qui ont des facteurs de risque, des situations graves comme épiglottite ou phlegmon, des formes sévères ou des syndromes toxiques, ou alors une épidémie dans une communauté fermée, par exemple. Toute la question se pose donc d'autant plus aiguë et on parle maintenant de cette épidémie d'infection invasive à streptocoque de groupe A. Je vais me permettre de terminer par 4 réflexions. Le premier, donc, effectivement, le guide de pratique se termine, ou en tout cas suggère que dans une population saine, sans facteur de risque, et pour des situations non sévères, même si la cause bactérienne est prouvée, l'indication d'antibiotiques n'est pas retenue, en vertu de cette balance préjudice-bénéfice négative. Il faut toutefois rappeler que ce guide de pratique, il est ancré dans un contexte épidémiologique donné, à un moment donné. Même la revue Cochrane de 2021, qui s'est reposé la question de l'intérêt des antibiotiques, souligne que les données ne sont pas toujours suffisantes, et notamment aussi dans les données, le manque de données dans la population pédiatrique. Et si cette recommandation n'est pas valable en 1950, peut-être sera-t-elle dépassée en 2023. Et donc c'est important de resituer ça dans le contexte épidémiologique dans lequel nous sommes actuellement. Par ailleurs, il y a aussi des questions par rapport à des sous-populations spécifiques où des circulations de pathogènes peuvent se dérouler indépendamment des données revenant de l'épidémiologie au niveau plus élevé, au niveau national ou régional. Le deuxième, c'est que ça nous demande effectivement un changement de paradigme assez conséquent qui s'associe bien sûr à des polémiques. La phrase que l'on retient dans nos enseignements, c'est de dire on ne cherche pas ce qu'on n'a pas besoin de traiter. Ça voudrait dire qu'on devrait partir du présupposé qu'une angine aiguë infectieuse, a priori, ce n'est pas d'antibiotiques. Donc on quitte un peu le paradigme pasteurien où on se dit qu'on a une cause, on en revient au début, toutes les guides de pratique parlent de la cause, que l'on devrait identifier et donc qu'on le devrait traiter. Mais ce débat est toujours là, présent actuellement. J'ai repris des captures d'écran d'échanges d'auteurs en 2007 dans le Lancet qui se chamaillaient d'une certaine manière par rapport à ça, et un accusant l'autre d'une approche un peu nihiliste par rapport au mal de gorge aigu, que ne rien faire n'était pas recommandé. Du coup, en tant que praticien, on peut se poser la question, mais ne rien faire, est-ce que c'est effectivement ne rien faire? Et donc, il y a peut-être une recommandation qui sont reprises aussi dans le guide de pratique, c'est-à-dire d'investir le rien. Le médecin généraliste, face à ces mal de gorge aigus, il doit trier, il doit rechercher la perspective du patient. Et ça, c'est un élément probablement important parce que la plupart du temps, les patients ne sont pas demandeurs d'antibiotiques, ils sont plutôt demandeurs de traitements efficaces, peut-être de réponses à des craintes, réponses à des croyances, réponses à des questions. Et donc, probablement qu'apprendre à communiquer
peut être aussi utile pour mieux prescrire. Le rien, c'est aussi développer nécessairement le traitement symptomatique. Ce n'est pas ne rien faire que de s'intéresser aux symptômes dont les gens souffrent, mais aussi emmener le patient avec soi dans ce changement de paradigme et de pratique qui en découle. Parce que sinon, on est en confrontation sur « j'ai toujours fait comme ça, pourquoi est-ce que ça change actuellement ?» Investir le rien, c'est aussi développer étendre ces filets de sécurité. Absence d'antibiotiques ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de complications, et donc c'est développer ce qu'on appelle, si tout le monde connaît les drapeaux rouges, ce qu'on ne développe pas assez, c'est les drapeaux verts, qui sont les drapeaux de bonne évolution. Si cela se passe comme ça, vous pouvez vous attendre à ce que vous n'ayez plus de douleur dans 3-4 jours. Ce sont des éléments de référence importants pour le patient, ce sont les drapeaux verts, mais aussi les drapeaux orange pour les complications à moyen terme. Et puis alors une spéciale SNGE, vu qu'on est normalement aussi dans un environnement d'enseignants, c'est qu'il y a aussi des thématiques qui pourraient relever de notre charge d'enseignants, notamment les éléments de raisonnement clinique, on l'a vu. Si on est plus habitué, suite au PCR Covid, à manipuler ces notions de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives positives ou négatives, et on voit qu'elles ont leur importance aussi dans cette réflexion sur le mal de gorge aigu. Parler aussi, amener les données factuelles en termes de filet de sécurité pour les jeunes médecins, pour tous les médecins, j'ai envie de dire. Et puis finalement, probablement, développer des ateliers de communication pour rechercher cette perspective du patient, un autre levier, probablement pour lutter contre cette antibiorésistance, comme le précise le BMJ dans une publication de 2018. Je vous remercie pour votre attention.